ريشارجي ايدون 4G ب 1200 دينار. دوبلي الفوليوم ديالك واستفاد من 80 جيجا انترنت. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني www.algeritelecom.dz. اتصالات الجزائر دائما أقرب. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. Azulf Laouen, Mrahba Yissoun, Anne-Souf Yissoun en direct sur Al24 News. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue parmi nous en direct sur Al24 News pour ce nouveau live de votre talk show Ramadan Prime. On est très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de l'émission. Nariman Zohor Sadouni, bonsoir Nariman. Bonsoir. Bonsoir Fatima Charesh, Sahaf Torek, Sahaf Torkom à toutes et à tous. Ça a été le Ramadan le plus rapide, le plus court. Oui, on a l'impression qu'il a commencé, qu'il a débuté hier. Ça a été le plus court et le plus triste. C'est passé très très vite, exactement, Nariman. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Iman Merad, bonsoir. Sahaf Torek, Iman. Bonsoir Fatima, Sahaf Torek et Sahaf Torek à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être parmi nous également, Iman. Zaki Mioubi, bonsoir. Sahaf Torek, Zaki. Sahaf Torek, Azulf Laouen. Et je suis ravi encore une fois de faire partie de cette belle équipe et de commenter l'actualité ensemble. C'est nous qui sommes ravis de votre présence, Zaki. Merci beaucoup. Samar Hamadi, bonsoir. Sahaf Torek aussi. Moi, je vous dis aujourd'hui Azulf Laouen, Zmert Noun, Sahar Fador Noun et Sahar Mdan Noun. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, Samar. Comme d'habitude, et Abdelmalek Belhaouchet est également parmi nous. Bonsoir Abdelmalek. Sahaf Torek aussi. Sahaf Torek, Fatima Sharaf, Azulf Laouen et Sahaf Torek, tous nos chers téléspectateurs d'Al24 News. Merci beaucoup d'être parmi nous également, Abdelmalek. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, on ira à Tizi Ouzou voir le grand iftar qui a été organisé hier en l'honneur des supporters de l'équipe nationale de football. On rappelle que le stade Hossein Ahmed a abrité la rencontre footballistique entre l'équipe nationale et l'équipe du Mozambique, une rencontre qui s'est soldée par la victoire des Fennecs 5-1 pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La solidarité règne sur tout le territoire national, particulièrement ce mois béni de Ramadan. À Biskra, des associations distribuent des repas chauds au profit des routiers, des personnes éloignées de leur famille également. On verra bien entendu des images et le reportage est signé Mohamed Wali Ben Chaben ce soir. Dans sa chronique ce soir, Imen Merad revient sur la participation algérienne au Festival international de la série de Lille, également connu sous le nom de Série Mania. C'est la première participation de l'Algérie à ce festival. Nous n'oublions jamais la Palestine dans notre émission. Elle est toujours au cœur de notre actualité. Triste ambiance malheureusement à Naplouse où la situation est toujours instable ce mois de Ramadan. Nous vous invitons également à redécouvrir ce soir avec nous le beau costume tlemcenien, Shidda Tlemcenia, ancré dans les traditions, classé patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2012. Le cinéma algérien connaît une véritable dynamique. Le 7e art est également présent ce soir à travers l'avant-première du long métrage intitulé Pour toi, Hasna, du réalisateur Khaled El-Kebbish. Ça s'est passé à la Cinémathèque d'Alger en la présence du ministre de la Culture et des Arts, M. Zohair Balalou. Fellah Leili y revient ce soir. La musique et la littérature au menu également de notre émission ce soir avec nos chers invités, Chemsou Friklen et la romancière Malika Chitour. Et on commence tout de suite avec l'essentiel. Et nous allons tout de suite regarder ces images qui se sont déroulées hier à Tizi Ouzou avec un grand iftar qui a été organisé pour les supporters de l'équipe algérienne de football. Le repas a réuni des centaines de passionnés du ballon rond. L'événement a eu lieu dans une atmosphère festive et conviviale. Il a permis aux supporters de se rassembler pour rompre le jeûne ensemble, de partager également leur passion pour le football. Les
Les organisateurs ont préparé un repas traditionnel algérien, bien entendu. Les supporters ont également eu l'occasion de discuter des derniers matchs de l'équipe nationale, de partager leurs espoirs, leurs attentes pour les prochaines compétitions. L'Iftar a été un moment de joie, de solidarité pour les supporters qui ont pu renforcer leur lien, leur appartenance à la communauté des supporters algériens. On regarde les images qui se sont déroulées hier à Tizi Ouzou et on revient dans quelques instants pour commenter cette actualité avec les chroniqueurs. Alors Nariman Zohar Saadouni, que pensez-vous de ces belles images, ce beau iftar qui a eu lieu hier à Tizi Ouzou? Tout d'abord, je félicite à plus d'un titre l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie, qui est l'une des premières équipes, ou disons presque la première qui nous fait honneur, ici et ailleurs, et aussi pour ses actes de solidarité. Quand on parle des supporters, on parle aussi de ceux qui sont venus d'ailleurs, parce que il y en a eu beaucoup qui sont venus d'ailleurs. Exactement, ils supportaient les Fennecs et ils supportaient aussi la jeunesse sportive de Kabylie. Et pour moi, parlant de Kabylie, mis à part l'équipe de la JSK, c'est une grande partie de notre pays, vu ses traditions, vu nos traditions algériennes des quatre coins de l'Algérie. Et aussi, je déplore un peu ceux qui s'emparent un peu des défaillances historiques et de ce qui a été inculqué par le colonisateur. Disons aujourd'hui tout fort et tous ensemble que la Kabylie, c'est l'Algérie, et l'Algérie, c'est la Kabylie. Moi, j'ai horreur quand je vais à l'étranger, on me dit « tu es algérienne ou kabyle ». Je suis algérienne, je suis kabyle, je suis constantinoise, je suis tlemcenienne, oranaise. Oui. Je suis de partout et de chez moi. Merci infiniment, Nariman Zohar Saadouni. Alors, Abdelmalek, que pensez-vous également de ce grand drapeau algérien qu'on a pu voir il y a quelques instants à travers les images? Alors, c'est des images formidables, vraiment. C'est des images qui ont fait le tour du monde. Le drapeau algérien, cet immense drapeau algérien, dans ce beau stade de Hossein Ait Ahmed. C'est vraiment... Et puis, les réseaux sociaux, on a tous découvert le matin les images des coulisses avant match, les supporters qui rentraient dans le stade avec les drapeaux et avec tout. Et c'est vraiment des images, encore une fois, je le dis et je le redis, c'est des images qui ont fait le tour du monde, qui ont impressionné tout le monde. Regardez, on le voit, le drapeau, un immense drapeau, même les joueurs étaient étonnés. Vous voyez les joueurs en train d'admirer cet immense drapeau. Et encore une fois, je tiens à remercier les supporters de l'équipe nationale pour ce match, parce que le match, c'est l'équipe nationale, c'est les joueurs et c'est les supporters aussi qui ont fait l'ambiance. Et aussi la ville de Tizi Ouzou qui a encore une fois démontré que c'est une ville une ville de football, une ville qui adore justement organiser des matchs de l'équipe nationale et encore une fois vive les Fennecs. Bien sûr. Alors Zeki, vous auriez certainement voulu assister à ce iftar. Complètement, oui, complètement. Bien sûr. Pas que. En fait, ça me renvoie vers mes débuts dans le journalisme. Quand je débutais, j'étais journaliste sportif, je suivais l'équipe nationale, on est en 2009-2010.
À l'époque, c'était stade Tchaker de Blida, c'était pas les mêmes conditions. Et là, je vois le parcours ou plutôt la trajectoire que l'Algérie footballistique, entre guillemets, a traversé en 10 ans, en quelques années, enfin un peu plus de 10 ans. C'est incroyable. Les conditions sont meilleures au plan sociologique. Il n'y a pas photo, regardez-moi ça. C'est tout le monde qui invite tout le monde pour un iftar majestueux, pour qu'ensuite l'équipe offre un match d'anthologie, un score très éloquent, 5-1. C'est-à-dire l'évolution qu'a connue l'Algérie grâce au football, hein, parce que c'est important, elle nous offre des images merveilleuses et nous remplit de fierté. Ça fait vraiment plaisir. Alors les filles, Samar, c'était très très bien organisé et ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions, notamment au niveau du stade de l'un des plus beaux stades de l'Afrique. Hossein Aït Ahmed à Tizi Ouzou. Moi qui ai participé à des petits iftars comme ça à Tizi Ouzou, étant de Tizi Ouzou. Ah, vous avez raté le plus grand, je pense. Exactement, c'est le travail. En plus chez vous. Ah oui, je trouve que le fait que ça soit médiatisé est très très important. On est en train de montrer la solidarité de cette région, comme partout en Algérie, comme toutes les régions, d'autres régions d'Algérie. Donc la solidarité n'est pas dit, la solidarité plutôt à Tizi Ouzou, c'est pas une première, et comme partout en Algérie, donc c'est pas un simple mot. J'aimerais revenir un petit peu sur les traditions qui règnent. Donc ces réunions, iftar, on a ce qu'on appelle aussi à Tizi Ouzou par exemple Tejmat. Donc ça vient de là, qui est une assemblée de villages. On a l'habitude d'organiser ce genre de choses, ce genre d'initiative, mais une grande initiative comme ça qui soit médiatisée, je trouve même que c'est beaucoup plus important que le football en lui-même, qui est un sport vraiment adoré par les Algériens, c'est notre sport préféré. Mais le fait que ce soit de cette façon, je trouve que c'est beaucoup plus important que le sport lui-même. Ces réunions, c'est beaucoup plus important. Voilà. Merci beaucoup, Samar. Et pour Iman Merad, où étiez-vous hier soir au moment de l'iftar? En famille ou à Tizi Ouzou? En famille ou à Tizi? En famille, j'étais en famille. Écoutez Fatima, ces images reflètent la solidarité du peuple algérien. À Tizi Ouzou n'est pas, c'est comme partout, comme l'a dit Samar. La solidarité fait partie de la culture des Algériens, notamment au mois de Ramadan. On peut noter qu'il y a eu plusieurs iftars dans plusieurs régions du pays. Dans ce contexte-là, effectivement, c'est quand même grandiose. C'est des images, on va dire, qui parlent et qui reflètent vraiment ce moment de partage avant le fameux match qui, au final, on est sorti gagnant. Et donc, c'est une initiative franchement à féliciter et tout s'est passé dans de bonnes conditions et on peut noter qu'il y avait beaucoup de familles. C'est vrai. Donc, et c'est vraiment très agréable. Il y avait aussi beaucoup de familles au niveau du stade. Oui, beaucoup de familles. Beaucoup de personnalités aussi du petit écran aussi. J'en ai vu quelques-uns, je ne me rappelle plus. Mais il y a eu quand même des célébrités qui se sont déplacées. Et effectivement, les gens sont venus des 4 coins du pays. Donc, nous avons vu sur les réseaux sociaux, il y en a qui partageaient leurs stories et leurs publications. Il y en a même qui ont ramené avec eux à manger leur propre ftour. Et c'était, pourquoi pas? Moi, je pense que oui, c'est une belle image de l'Algérie. Et pourquoi ne pas organiser ce genre d'initiative, même en dehors du mois béni de Ramadan? Les méga ftors organisés à Alger, exactement. Maintenant, c'est devenu une habitude. À la place Audin, pour ceux qui ne connaissent pas, chaque vendredi, ils organisent la grande table d'Alger Centre. Et c'est magnifique. Encore une fois, ces images démontrent et montrent et affichent au monde entier l'hospitalité de la ville de Tizi Ouzou. Qui est connue pour ça, d'ailleurs. Qui est connue pour son hospitalité. Et tu as dit, Iman, que les supporters sont venus des 4 coins de l'Algérie. C'est encore une fois une preuve que voilà, la ville de Tizi Ouzou et ses habitants sont très accueillants. Et on les voit, les images. Il y a la famille. Voilà, et c'est quelque chose aussi qui devient une habitude dans l'Algérie, les familles qui assistent au match.
Et on reste avec les mouvements de solidarité durant le mois béni de Ramadan. Les gens se mobilisent justement pour aider les plus démunis, les personnes nécessiteuses. Ce sont des moments de solidarité qui se créent alors où les gens offrent de la nourriture, des boissons fraîches également, des gestes de générosité, de compassion qui sont un exemple édifiant de l'esprit de solidarité, de charité qui anime les communautés pendant le mois béni de Ramadan en Algérie. Les personnes qui reçoivent ces dons sont non seulement nourries physiquement, mais également soutenues moralement, ce qui leur donne espoir et force pour affronter les difficultés de la vie. Le reportage tout de suite à Biskra de Mohamed Wali Ben Chaben. À Biskra, le mois béni du Ramadan n'est pas seulement un moment de jeûne et de prière. C'est aussi une période de solidarité, de partage et de générosité. Cette tradition se vit pleinement chaque année où les associations locales multiplient les initiatives pour organiser des iftars pour les jeûneurs. Cette initiative de solidarité fait partie des activités régulières que notre association organise chaque année durant le mois béni. Pendant le Ramadan, nous menons 5 projets phares: l'organisation des iftars, la distribution du panier de Ramadan et d'enveloppes aux plus démunis, l'organisation d'un iftar en faveur des enfants orphelins et personnes à mobilité réduite, l'achat de vêtements de l'Aïd pour les pauvres, et enfin, la circoncision des enfants, en particulier pour ceux issus des couches les plus vulnérables de la société. بالإضافة إلى المشروع الخامس هو ختان الأطفال موجه للفئة الهشة في المجتمع. Pendant les 30 jours du Ramadan, les bénévoles des associations de la wilaya de Biskra s'activent sans relâche pour offrir des repas de rupture du jeûne. Tout commence en cuisine et se poursuit par le service des repas à table. Cette initiative reflète les valeurs profondes de la société algérienne et s'inscrit pleinement dans les objectifs de notre association caritative. Nourrir les jeûneurs est également l'un des principes fondamentaux de la religion musulmane et cela porte une grande bénédiction. Les associations ne se contentent pas à accueillir les jeûneurs et à même des repas distribués dans les principaux axes de la ville de Biskra. Il y a des repas qu'on distribue au niveau des routes, soit aux entrées et sorties de la ville de Biskra. Ce sont des repas légers. Nos jeunes se déplacent dans les lieux pour la distribution, et ce, pour permettre aux conducteurs de réduire la vitesse et réduire les taux d'accident de la route. Ce sont des moments de rencontre et de partage où la solidarité se vit au quotidien, renforçant ainsi les liens sociaux et apportant un soutien indéfectible à ceux qui en ont besoin. Et après Tizi Ouzou, c'est ce qu'on vient d'observer là, ce mouvement de solidarité, c'était dans la wilaya de Biskra, Nariman. Oui, la solidarité, c'est la caractéristique de l'Algérien, de toute façon, que ce soit Tizi Ouzou, que ce soit Biskra, que ce soit Djidjel, que ce soit ailleurs en Algérie. L'Algérien est connu pour son hospitalité, pour sa générosité, sa solidarité avec les siens et avec les autres aussi. La preuve, nous sommes solidaires avec tous ceux que nous portons dans notre cœur, à tout jamais, de toute façon, contre vents et marées. Et je trouve que
qu'on devrait multiplier ces actes de solidarité dans certaines régions aussi, du moment que ça existe, pourquoi pas plus, hein, surtout pendant Ramadan. Je sais qu'à Alger aussi, il s'en est passé des choses pendant ce mois de Ramadan. Il y a eu ce qu'on appelle Twizettes, etc. Et ça a permis à plusieurs familles d'en profiter. Très bien. Voilà, que le bonheur règne, c'est ce que Inch'Allah, j'ai ya à Rabbi, dire. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci. Nariman. Et tout de suite, mesdames et messieurs, c'est la chronique de Imen Merad. On va parler avec elle du Festival international de la série de Lille, appelé également Sérimania, un événement majeur qui célèbre la création télévisuelle mondiale. Chaque année, la ville de Lille accueille des professionnels du secteur, des acteurs, des réalisateurs, pour présenter les dernières séries télévisées les plus innovantes, les plus attendues également. Le festival propose une sélection éclectique de programmes allant des drames aux comédies en passant par les séries documentaires, les animations, et on souligne la première participation algérienne à cette grande manifestation culturelle. Imen Merad, rebonsoir Imen. Rebonsoir Fatima. Alors oui, le Festival international des séries Sérimania qui se tient à Lille, comme vous l'avez précisé, depuis le 21 mars dernier et qui se déroulera jusqu'au 28 mars prochain, donc a vu la présence exceptionnelle et ce pour la première fois d'une délégation algérienne pour représenter l'Algérie, en l'occurrence les séries du mois de Ramadan. Nous avons déjà abordé cette thématique lors de nos précédentes émissions. Donc la thématique de la sacralité des séries ramadanesques, pour les musulmans, un réel moment de partage et de convivialité pendant la rupture du jeûne, et ce jusqu'au suhour. Nous avons contacté Madame Laurence Esberg, directrice générale de Sérimania, pour nous parler de la de la présence algérienne, nous parler aussi d'une série algérienne, Sardine, qui est en compétition en format court, une production franco-algérienne. Je vous propose de l'écouter. Je suis Laurence Esberg, la directrice générale du festival Sérimania. La présence de l'Algérie a été importante cette année au festival et je m'en réjouis. Tout d'abord, dans la sélection, nous avons eu pour la première fois une série algérienne dans notre compétition de format court. C'est El Sardine qui a fait sa première mondiale à Lille, et c'est une coproduction franco-algérienne qu'on pourra découvrir bientôt sur Arte et TV5 Monde. La créatrice Zulika Tahar, qui était une créatrice algérienne qui a fait la Fémis, raconte cette histoire très drôle de Zouzou, une ingénieure biomaritime qui redoute d'annoncer à sa famille son départ d'Algérie pour suivre les sardines disparues. Je ne vous en dis pas plus. Et donc, elle sera en compétition. Alors, Madame Esberg évoque également la participation de l'Algérie à ce festival, représentée par un nombre d'artistes algériens du petit écran. Nous avons pu voir Khaled Ben Aissa, Fianso, ou encore le réalisateur Mouzahem. Elle nous parle des enjeux de cette participation, et qui dit Algérie, dit bonne humeur, dit partage. Donc, nos artistes algériens ont animé une soirée 100% algérienne pour le grand bonheur des présents. On l'écoute. Le deuxième moment temps fort de la présence algérienne, c'est la conférence autour des séries du Ramadan. Je dois dire que c'est une idée qui m'a été présentée l'an dernier par Sofiane Zermani, Fianso, ce rappeur très connu en France, qui était membre du jury, extraordinaire membre du jury, très chaleureux, très intelligent dans sa manière d'analyser les séries, et qui m'a proposé de faire cette conférence sur les séries du Ramadan. Et je dois dire très humblement que je connaissais très peu, que j'en avais une image peut-être un petit peu décalée
peu précises et que j'avais l'impression que c'était des séries qui racontaient beaucoup, peut-être des histoires d'amour sur des longues périodes. Et ce que j'ai découvert à l'occasion de la conférence en présentant, c'est d'abord qu'elles sont extrêmement importantes dans les pays du Maghreb, que l'Algérie est un des pays phares pour la production de ces séries et qu'elle regroupe toute la famille à la rupture du jeûne tous les soirs pendant le Ramadan et qu'elles abordent aussi des sujets sociétaux et ça nous a beaucoup intéressés. La conférence était animée par Mohamed Bouafsi, qui est un journaliste très connu en France et elle a donné l'occasion à un très bel échange avec la salle. Le troisième point de la participation algérienne, qui était plus pour les professionnels, c'est que Sofiane Zermani a amené, grâce au concours de soutien et notamment d'Air Algérie, beaucoup d'artistes algériens pour animer une soirée algérienne et sur la musique algérienne dans le club des professionnels. Et je dois dire qu'il a mis le feu. Voilà, je suis ravie de cette grosse présence algérienne dans le festival Sérimania. Alors nous remercions Madame Esberg d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accordé cet entretien malgré son emploi ultra chargé. Je rappelle que le festival est encore en cours, donc il se tient à Lille jusqu'à jeudi prochain, donc 28 mars. Nous espérons que la série Sardine en compétition soit primée. Bien sûr, merci beaucoup Imen Merad. Et pour clore les pages de la chronique de Imen Merad, sachez que Sérimania est le plus grand festival en termes de participation de pays avec 70 participants, pays participants et 500 journalistes pour couvrir cette manifestation culturelle. Sachez que les visiteurs peuvent également assister à des projections, des rencontres avec les créateurs, des débats faisant de Sérimania un rendez-vous incontournable pour les amateurs de séries télévisées. Alors nous allons tout de suite marquer une pause publicitaire et on revient juste après. Et de retour sur le plateau de votre talk show Ramadan Prime en direct sur Al24 News. Merci beaucoup de nous rejoindre encore une fois. Et avant de faire close-up, nous accueillons nos chers invités qui sont présents parmi nous sur le plateau. La romancière Malika Chitour Daoudi et Shamsou Friklen. Bonsoir Malika Chitour Daoudi. Marhaba bik, sahar ramadak. Kull aam wa anti bkhair inchallah. Eh ben, monsieur le frère tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Je vous regarde depuis. C'est vrai? Depuis. Non, le début mais en accéléré. Donc j'ai regardé plusieurs émissions parce que j'apprécie Madame Saadoni et puis je vous écoute. Oui. Et je vous vois. Merci beaucoup. Oui. C'est nous qui sommes ravis de vous accueillir ce soir. Marhaba bik. Et Shamsou Friklen. Bonsoir Shamsou. Marhaba bik. Bonsoir Fatima. Sahar Ramadanek. Inch'Allah kul aam wa anta bkhair. Allah ysalmak, sahar Ramadankom, sahar ftorkom. Très ravi d'être parmi vous, de passer ce bon moment avec toutes ces belles personnes. Et ben voilà. Merci beaucoup Shamsou. Nous allons profiter bien entendu de votre présence ce soir. Alors avant que vous n'arriviez sur le plateau, on a suivi la chronique de Imen Merad qui est revenu ce soir sur le festival de séries Sérimania qui se déroule à Lille. C'est le plus grand festival de séries au monde avec la participation de 70 pays et 500 journalistes sur place. Alors j'espère que l'année prochaine Imen Merad ira couvrir cet événement pour Al24 News avec une autre participation algérienne. Oui, pourquoi pas, Fatima, ce sera avec plaisir. Effectivement, c'est un événement culturel assez important. La participation de l'Algérie, pour la première fois, représente vraiment une avancée majeure dans ce secteur. Le fait de pouvoir avoir une série en compétition dans ce genre d'événement culturel, dans ce festival Sérimania, est déjà un premier pas vers l'international et vers l'exportation de la culture algérienne, l'exportation du cinéma algérien, ce qui est
ce qui est bien cette année, c'est que quand on parle des séries ramadanesques, nous, on a l'habitude, parce qu'on vit en Algérie, et puis tous les pays musulmans ont cette culture-là. À travers Série Mania, on a pu quand même faire découvrir ce côté culturel typiquement musulman, on va dire, à d'autres pays. Et d'après les images que nous avons vues et qui défilent, les gens ont tout de même apprécié la participation de l'Algérie et la délégation qui est partie. Donc il y avait des chanteurs, il y avait des comédiens, réalisateurs. Donc il y avait un peu de tout. Il y en a qui étaient habillés par des tenues traditionnelles un peu revisitées. Et ils ont été très bien accueillis. Et franchement, on va dire à l'année prochaine. Inch'Allah. Alors, Neriman Zorsadouni, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui la série algérienne devrait atteindre la mondialisation? Pourquoi pas? Bien sûr, si on produit justement des films, des séries, des sitcoms, c'est bien qu'on les voit ensemble, pas seulement pendant le mois de Ramadan, mais aussi de les exporter, de faire connaître notre cinéma, nos acteurs, de leur permettre aussi des échanges. Et c'est par l'échange qu'on grandit, hein. On ne grandit pas en étant enfermé chez nous. Donc c'est en découvrant l'autre, en partageant et puis en aimant surtout l'autre, malheureusement, vu ce qui se passe dans le monde. Exactement. Abdelmalek, tfaddal. Alors, encore une fois, je tiens à saluer la délégation algérienne présente lors de ce festival. C'est une première pour l'Algérie et pour le Brésil aussi, première participation aussi pour le Brésil. C'est-à-dire après le festival de Cannes où l'Algérie avait son propre stand au festival, c'est une autre expérience pour l'Algérie et c'est une opportunité aussi pour l'Algérie d'exporter son cinéma, son savoir-faire à d'autres pays et à d'autres continents. Donc c'est une initiative à saluer. On tient aussi à saluer Sofiane Fianso qui a assuré beaucoup de succès en France, hein, qui a même beaucoup de ici. succès en France, beaucoup de succès sur le grand écran en France et même ici en Algérie, et qui est aussi à la tête de cette délégation. Et encore une fois, voilà, on espère que cette opportunité sera saisie par les producteurs algériens qui veulent exporter justement leur feuilleton. Très bien. Est-ce que Malika Chitourdaoudi a pu suivre des séries ce mois béni de Ramadan? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder quelques-unes le soir? J'ai des bribes, des images. Oui, toujours en accéléré. Toujours. Pourquoi toujours en accéléré? Parce qu'on fait beaucoup de choses. Seulement, ça me permet, oui, mais n'empêche que ça me permet de voir que la qualité a beaucoup évolué. C'est vrai. On n'a pas besoin de voir le tout, hein. On voit tout de suite à l'image qu'il y a un grand changement qui s'est opéré, un changement bienvenu évidemment. Et pour rebondir sur l'événement, c'est qu'on s'exporte par l'image. Et notre culture s'exporte par nos chansons, d'abord, ce qui a été fait, hein, le rail. Maintenant, c'est l'image de nos feuilletons. Et les feuilletons, cette année, sont de grande qualité. J'aime beaucoup. C'est vrai. Et pour Shamsou, qu'est-ce que vous avez pu regarder ce mois de Ramadan? En fait, j'ai un peu regardé Bnat al-Mahrousa. Oui. Vu que je connais aussi, j'avais déjà eu l'occasion de produire leur générique pour la saison 1 et 2 de la série 11-11. Donc, j'ai pu aussi constater qu'il y a eu beaucoup d'avancements par rapport à la qualité cinématographique des séries algériennes. Avec et tout. Oussama Kobbi à la réalisation. Oui, Oussama Kobbi que je salue beaucoup. Donc, et pas que lui, il faut citer au moins 7 jeunes réalisateurs actuellement qu'on a en Algérie. Oui, donc exactement. Sans parler des acteurs, des découvertes, à chaque fois on fait de nouvelles découvertes et ça fait vraiment plaisir. Ça pousse la culture algérienne vers l'avant et même notre domaine, le domaine de la musique, vu qu'il est lié directement au cinéma, ça nous pousse aussi à produire pour ces séries, pour les films algériens. Donc ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez déjà participé en faisant un générique de série? Si. Le 11-11, je pense, la série 11-11. Donc j'ai fait 3 chansons pour la saison 1. D'accord. Bon, avant, j'avais déjà fait le générique d'une série produite par Reda City 16, Ahwan Nas, saison 1, avec Moudjet El Babour. Et donc la série 11-11, j'ai produit la chanson Malak, Al-Lourz
et l'Ghalia. Et pour la saison 2, oui, et pour la saison 2, j'ai produit aussi le générique que j'ai chanté en duo avec Lila Boursali. Et comment avez-vous vécu cette expérience de faire un générique pour des séries qui passent pendant le mois béni de Ramadan? C'est-à-dire que vous êtes écoutés tous les soirs par tous les Algériens? Oui, en fait, on va dire, ça nous aide déjà en tant qu'artistes de promouvoir ce qu'on fait à travers ces séries, vu que ça passe tous les soirs pendant tout le mois de Ramadan. Aussi, c'est une nouvelle approche pour nous d'écrire et de composer pour une série télévisée. C'est pas du tout la même chose comme ce qu'on a l'habitude de faire, écrire juste en s'inspirant de soi-même ou de ce qui nous entoure. Donc on est vraiment lié au scénario. Donc c'était une belle expérience pour moi, ça nous a appris beaucoup de choses. À refaire certainement, pourquoi pas l'année prochaine. Bien sûr. Est-ce que on pourra voir Shimsou jouer le personnage dans une série? Pourquoi pas, ça va être compliqué pour le reste. Et c'est tout le monde qui l'atteste, il n'y a qu'à voir vos clips, c'est très télégénique, vous passez bien à la télé. Est-ce qu'on vous a déjà proposé un rôle? Pas encore, mais je suis tenté par cette expérience, vu que à travers l'histoire, d'ailleurs il y a tellement de chanteurs qui ont eu l'expérience d'être acteurs, dans l'image de Garouabi Allah yarhamou. Donc pourquoi pas, si on me propose un rôle qui ressemble un peu à ma personnalité, je pourrais le faire. Vous avez des précisions? Un peu, oui. Je pourrais, par exemple, je me vois mal pleurer dans une série. Mais il le faut, si vous incarnez un rôle, bien sûr, Shemsou. Oui. Ça relève du professionnalisme. Très bien. Alors les amis, vous allez continuer d'être avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Malika Chitour Daoudi et Shemsou Friklen. On passe tout de suite à Close Up. Et ce mois béni de Ramadan, chers téléspectateurs, l'ambiance est particulièrement triste à Naplouse, en Palestine. Les rues qui sont habituellement remplies de joie, de ferveur pendant le mois béni de Ramadan sont désormais empreintes de mélancolie et de résignation. Les Palestiniens de Naplouse, déjà éprouvés par les difficultés économiques et les restrictions de l'ennemi sioniste, sont encore plus affectés cette année par les tensions politiques et les violences qui secouent la région. Les familles qui s'assemblent pour rompre le jeûne ensemble le font avec une certaine appréhension, tandis que les enfants qui jouent dans les rues sont constamment surveillés par leurs parents, craignant pour leur sécurité. Nous allons tout de suite suivre le reportage de Maria Chouir. À Naplouse, au cœur de la Cisjordanie, les habitants vivent un ramadan qui semble cette année plus calme que d'habitude. Pourtant, la situation sur le terrain est tout sauf ordinaire. Pour beaucoup, c'est un ramadan marqué par un paradoxe. Moins de violence visible, mais une pression toujours présente. Surtout que les forces d'occupation sionistes poursuivent leur effroyable campagne militaire, et ce depuis des semaines. Avant le 7 octobre, nos affaires étaient florissantes. Pendant le ramadan, nous étions très occupés du premier au dernier jour. Mais après le 7 octobre, la période du ramadan a complètement changé. Cette année, les ventes ont considérablement diminué. Contrairement à cette année, la vie nocturne à Naplouse pendant le ramadan était autrefois colorée. Cette année, commerçants et habitants constatent que les marchés sont désertés, sans aucune décoration. Un contraste marqué dû au génocide qui a duré plus de 15 mois. Autrefois, ils décoraient et installaient des lumières. Mais avec la guerre et les raids de l'armée sioniste, ils n'ont pas envisagé d'installer de décorations. La situation économique à Naplouse est particulièrement difficile cette année. Les commerces, autrefois dynamiques, souffrent d'une baisse importante de ventes. Les habitants et commerçants font face à une précarité croissante exacerbée par les tensions prolongées, ce qui plonge la ville dans une crise économique profonde. Autrefois, le marché était bondé de monde et de familles. Les familles se réunissaient et la situation économique s'améliorait. Le ramadan cette année est une très mauvaise période. Avant la guerre, nous organisions des soldes et des concours ainsi que des célébrations islamiques pendant le ramadan. Mais cette année, rien de tout cela ne se produit. À Naplouse, cette année, le calme apparent cache une réalité complexe. Un ramadan plus silencieux,
mais toujours empreint d'espoir malgré les blessures profondes laissées par plus d'un an de génocide sioniste. Et malgré tout, les Palestiniens de Naplouse continuent de trouver des moyens pour célébrer Ramadan, de partager des repas et des moments de joie, de maintenir leur esprit de résilience, de solidarité et de résistance, Zaki. Mais c'est le mot, Fatima Sharef, la résistance, c'est le terme qu'on retrouve tous les jours, en tout cas dès lors qu'il est question de la question palestinienne, on parle de Naplouse, mais Naplouse, on voit ça va, les gens arrivent quand même à respirer, au pire, on ressent un peu la crainte, l'appréhension telle que précisée tout à l'heure. Le pire est ailleurs quand on voit Gaza et c'est là où vraiment on a l'impression de changer de pays carrément, même changer d'univers. Carrément, oui. Et moi, là, ce que j'ai ressenti à travers ce reportage, c'est la compassion des gens de Naplouse, parce qu'ils comprennent très rapidement que, en fait, par rapport à ce que vivent leurs compatriotes ailleurs, ça va, ils voient le coup venir, on ressent qu'il y a de la méfiance, ce qui est normal. On a affaire à un ennemi quand même imprévisible, surtout un ennemi qui adore tout ce qui est moment sacré, béni, c'est le feu. Donc voilà, donc moi je comprends vraiment leur crainte et leur appréhension et on reste évidemment de tout cœur avec eux. Ils ne sont pas à l'abri. Non plus. Et on continuera bien entendu de suivre l'actualité en Palestine de très près. Samar Hamadi, tfadli. Moi, je salue vraiment leur solidarité. Comme je l'ai dit bien avant, ce drame remonte à très 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 longtemps. Donc les Palestiniens ne voient jamais un Ramadan dans la paix, dans la sérénité. Donc si on revient un petit peu vers l'actualité, donc il y a l'intensification des opérations militaires de l'entité sioniste. Donc juste avant le début du Ramadan, donc il y avait la trêve qui n'a pas été respectée. Il y avait l'armée qui a mené des raids dans le quartier de logement populaire à l'est de Naplouse. De plus, il y a aussi lors du premier vendredi de Ramadan, donc il y avait les forces de l'entité sioniste qui ont pris d'assaut plusieurs mosquées, ils ont empêché des prières et en dépit de tout cela, on voit de la solidarité, donc c'est vraiment à saluer. Merci beaucoup. Madame Malika Chitour Daoudi, j'imagine que vous suivez également l'actualité en Palestine quotidiennement. Ça, on ne peut pas le faire en accéléré, ça s'impose à nous. Malheureusement, et nous avons un regard en double avec le peuple palestinien. Il nous renvoie à ce que nous avons vécu. Donc c'est pour ça que c'est une situation qui attise les braises qui sont en nous. Nous avons une rage entretenue face à cette impuissance que nous constatons de jour en jour. Nous n'avons que nos yeux pour voir et pleurer cette situation. Donc, dénonçons, mais nous sommes en train de dénoncer pieds et poings liés. Nous ne faisons que constater. Très bien. Merci beaucoup, Madame Malika Chitour Daoudi. Et nous allons maintenant parler de la Chedda tlemcenienne. C'est le deuxième sujet de Close-Up ce soir. Une tenue traditionnelle algérienne originaire de la ville de Tlemcen, classée, vous le savez, au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2012. Cette tenue est caractérisée par sa richesse, sa diversité également, avec des motifs et des couleurs qui reflètent l'histoire et la culture de la région. Chedda Tlemcenia est composée de plusieurs pièces, notamment Takshita, el Hayek et les babouches, ornées de broderies et de tissages traditionnels. Chedda Tlemcenia est portée lors d'occasions spéciales telles que les mariages, les fêtes également. C'est considéré comme un symbole de l'identité culturelle et de la fierté de la ville de Tlemcen. Le reportage de Mohamed Wali Ben Chaben. Chaque pas est mesuré et chaque mouvement empreint de grâce. Vêtue de la Chedda, patrimoine vestimentaire tlemcenien et symbole de finesse et d'élégance. La mariée avance avec dignité, s'exposant telle une véritable princesse zianide. Ce costume nuptial raconte l'histoire de plusieurs civilisations et caractérise l'appartenance à Tlemcen, un signe de fierté et de respect pour la tradition.
artisans de Tlemcen qui vont presque le mettre en valeur. Ils vont le mettre en valeur, ils vont le fabriquer. Donc, ils khedmou l'arftan. Il est tissé en fil d'or déjà. Le mensouj qui était là, on sait que Tlemcen par excellence est la ville du mensouj. Donc, le harir et tous les textiles vont faire que le costume Shidda va être inventé carrément à Tlemcen. Et il devient le costume royal et qui va prendre de l'ampleur justement avec la dynastie des Ianides. La Chedda se caractérise par ses broderies entièrement réalisées à la main avec du fil d'or et des paillettes. Cette tenue est la seule à arborer une grande parure en or. C'est une tenue qui se porte maintenant à travers tout le territoire national et maintenant même international, puisqu'elle est portée même par des Algériennes qui vivent à l'étranger. Le jour J, il y a des pièces qui se portent et d'autres non. Comme par exemple le hazam, ما نعملوش الحزام تاع الشدة يجيب المنسوج، ما نعملوش الفوطة ثاني تجيب المنسوج، وما نعملوش المنادل. المنادل اللي ما تجين فيهم هكذا الهدوب. الوغ النهار الاول كما اللي راك تشوفوا تلبس لا فيست البلوزه تاع المنسوج ولو كون الشاشيه والبلوس لي بيجو والتحويقه ولا العبراء. هاد الشده كما اللي راك تشوفها هذه قديمه ديجا الارفطان تال كيلي راه قديم بزاف ومخدوم باليد. La Chedda combine plusieurs matériaux de luxe, principalement la soie, le brocart, le velours et l'or pour les broderies. Son inscription à l'UNESCO a souligné l'importance de préserver l'authenticité de ce costume nuptial. J'essaie toujours de garder avec la touche traditionnelle, la touche originale et traditionnelle. On est de ferventes conservatrices du patrimoine, donc on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes, malgré les modes, les tendances, parce que Anna, je leur dis que la mode, ça se démode. Donc il faut toujours revenir et essayer de s'inspirer toujours des modèles anciens. Aftan Shedda a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça s'est passé en 2012 et grâce à l'événement qui s'est passé à Tlemcen en 2011, donc il y a eu beaucoup des gens qui défendent ce costume traditionnel de Tlemcen, dont on est très jaloux justement. Et on cherche, notre seul souci, c'est de le conserver dans sa parfaite originalité. Signe de l'élégance et de l'identité culturelle de Tlemcen. Chaque détail de la Chedda raconte l'histoire d'une tradition précieuse qui continue de se transmettre et de fasciner à travers les générations. Et bien entendu, la classification de Chedda Tlemcenia au patrimoine immatériel de l'humanité est un hommage à la richesse justement du patrimoine national algérien. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Nariman ? Vous savez, enfin tu sais, Fatima, puisqu'on est amis, on se tutoie, que chacune de nos régions jusqu'au village le plus reculé, nous avons des traditions, nous avons nos tenues, nous avons notre patrimoine. Et c'est ce qui implique justement disons, l'existence d'une civilisation très ancienne, ancrée en Algérie. Un petit coucou pour ceux qui disent que nous n'avions pas de civilisation. J'en ris. Donc, la Chedda tlemcenienne n'est qu'un exemple par rapport à toutes les tenues de toutes les régions, que ce soit en Kabylie, que ce soit à Alger, que ce soit à Constantine. Vous trouverez des spécificités, vous trouverez aussi une analogie avec les civilisations soit andalouses, soit ottomanes, puisqu'ils ont parcouru aussi notre pays, des influences aussi, comme nous influençons actuellement d'autres pays.
donc qui vont peut-être plus tard, dans une centaine d'années ou quelques centaines d'années, justement récupérer notre patrimoine sur le compte du leur. C'est ça. Donc, voilà. Et on rappelle également, Nariman, que oui, Madame Malika Tfadli. Oui, allez-y. Il y a eu lors du défilé de mode Chanel, je crois, il y a une tenue Naili avec la ceinture. La tenue Naili que j'ai portée hier, elle était magnifique pendant les Naili. Voilà, on inspire les autres et c'est bien. Bien sûr, parce qu'il y a de quoi être inspiré. On les inspire pour le caftan aussi, c'est très bien. Et on rappelle également que même la tenue de l'Est du pays a été récemment classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Oui, tout à fait. Et c'est tout à notre honneur de toute façon. Voilà, j'en suis fière. Oui, alors la Shiddat Lamsanienne, donc c'est une tenue traditionnelle qui est portée par les mariés. Elle est quand même assez imposante. Elle n'est pas seulement portée par les mariés, mais elle est particulière chez les mariés, avec plus d'accessoires. Et il est difficile de la mettre hors mariage, il me semble, avec tous les bijoux qui vont avec. Donc elle est plus dédiée pour les mariés qui vont... Moi j'ai vu Fatima Sharef la porter une fois sur scène. Il y a quelques années, exactement. Voilà, à l'Opéra d'Alger. J'avais mis 45 minutes pour la porter. Voilà. Donc vous imaginez si vous partez à un mariage... Mais c'était un pur plaisir, bien sûr. C'est pas une tenue assez légère à l'instar du karako ou du kaftan ou de la blousa oranaise. Donc c'est vrai que dans chaque région nous avons, c'est la particularité en fait de la culture algérienne, de notre patrimoine algérien, c'est que dans chaque région nous avons une tenue bien spécifique. À Tlemcen, c'est la Shiddat Lamsanienne et on est fiers de cette tenue, elle est magnifique. Mais il faut quand même avoir les épaules assez larges pour la porter. Alors, Malika Chitour Daoudi, vous êtes venue de Constantine pour assister à l'émission, pour participer avec nous ce soir. Et vous nous avez dit tout à l'heure, je pense pendant la pub, que vous avez fait la route avec Shamsou Friklan. Alors, est-ce que vous êtes venus ensemble, Shamsou? Non, en fait... C'est vous qui avez conduit? Non. Elle a passé la route avec dites-moi, comment avez-vous fait la route? J'apprécie ces chansons depuis longtemps déjà. Et c'est l'un des rares CD que j'ai acheté. Nous allons juste préciser que vous êtes venu de Constantine pour assister à l'émission. Oui, 5 heures de route avec la circulation. Mais enfin, c'est pas une corvée pour moi. Moi, j'adore conduire. J'aime pas être copilote, par contre. Voilà. Oui. Mais c'est inspirant. Et puis, le paysage est magnifique. Je traverse... c'est vrai. Voilà. Et en ce moment, c'est verdoyant. Dans un mois... les champs vont être, les pousses dans les champs vont être un peu plus grands et le vent va faire bouger, va faire ondoyer toute cette verdure. Et dans 2 mois, un nouvel ouvrage puisque vous êtes inspiré. Non, mais je suis toujours dans la production, j'ai pas le choix. Oui, non mais c'est un émerveillement constant et je l'ai fait cette fois-ci en compagnie de Friklan. Racontez-nous. Alors, mais pas en présentiel, il faut expliquer. Oui, c'est ça, j'attends qu'elle explique justement. Oui. On l'écoute, il était présent pour moi, il était présent. J'ai chanté avec lui à tue-tête parce que j'étais seule dans la voiture. Quand je suis accompagnée de mes enfants, de ma fille, elle me dit « Maman, s'il te plaît, chante pas ». Donc là, j'étais libre de chanter. Vous avez écouté quel morceau de Shamsou Friklan dans la voiture? Sultan, j'imagine. Ah oui. Et les enfants ont fait beaucoup d'ambiance dans la voiture, j'imagine. Non, moi, je mets. Elle a dit les enfants, ils m'ont dit de ne pas chanter. Non, ils ne supportent pas quand je chante, mais je fais l'ambiance, je suis l'ambiance. Oui. Et par rapport à la tenue de l'Est de Constantine, Gandoura al-Qsantiniya, elle est très raffinée, très raffinée. C'est pas que vous l'avez certainement portée. Non. Ah bon? Non, parce que moi je fais pas les choses. Voilà, j'ai pas voulu parce que je suis contre le fait d'acheter une tenue aussi chère et de la porter qu'une fois. Une seule fois, oui. Et comme je suis pas très mariage, je vais pas au mariage, donc stocker un vêtement
Non. Par contre, j'apprécie beaucoup, je trouve ça magnifique. J'ai hérité d'un kaftan de la grand-mère de mon époux, qui a 100 ans, Belfetla. C'est un kaftan qui date de 100 ans. Oui, à son mariage, elle l'a porté une fois. Et je l'ai porté au Palais des Reyes pour ma rencontre littéraire. Très bien. Et c'était un moment très émouvant, parce que, comme elle n'est plus de ce monde, elle était présente par son kaftan. Et c'est une grande famille d'Annaba. Donc, elle m'en a fait cadeau. Je le garde précieusement. Mais pour revenir à la broderie, et chaque atelier à l'époque, de ce qu'on m'avait raconté, chaque atelier avait sa broderie spécifique. Heureusement que ça se perpétue encore, les brodeuses, à Constantine. Donc, on revient à Constantine, parce que c'est là où je suis. Je constate que c'est un art qui est encore présent et qui fait travailler beaucoup de petites mains. Donc dans les maisons, c'est d'une finesse incroyable, d'un raffinement très poussé. Et c'est un art. Oui, mais c'est ce qui nous ancre, nous, dans notre tradition. Et c'est encore une fois une porte vers ce qu'offre au mieux l'Algérie, parce que c'est un raffinement poussé à l'extrême. La romancière Malika Chitour Daoudi est notre invitée ce soir avec le bel artiste Shamsou Friklen. On revient juste après la pause. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, c'est la troisième partie de votre talk show Ramadan Prime. Nous sommes en direct depuis 22h sur Al24 News. Merci beaucoup de nous prêter attention avec nos chers invités ce soir, la romancière Malika Chitour Daoudi et l'artiste Shamsou Friklen. Nous allons aborder maintenant votre actualité, Shamsou. Alors, je viens de clôturer la tournée de ce mois sacré de Ramadan. J'ai eu quelques concerts en Algérie, notamment 2 concerts à Oran, l'Opéra d'Alger, qui était le plus grand concert. C'était mémorable, vraiment. C'était une belle occasion de rencontrer le public algérois. Cette année, on n'a pas eu l'occasion d'assister à vos concerts, vu qu'on était là tous les soirs à 22h. Oui. Donc, il y a eu aussi Tizi Ouzou, Alger, 2 concerts. Donc, ça m'a fait plaisir de revoir mon public en ce mois. Et surtout que ma musique, elle est ça a une touche un peu ramadanesque. Donc, je suis très demandé en ce mois, donc ça m'a fait plaisir de revoir le public en ce mois. Et à chaque fois que vous faites un spectacle, votre public est toujours fidèle, il est toujours là avec des salles archi-combles, Allah Ibarak. Ça me fait énormément plaisir, et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que je commence à avoir presque une totalité de répertoire sur scène, tout chanté par le public de A à Z. Et pour moi, c'est la consécration de beaucoup d'années de travail, essayer de dénicher aussi autour de tout ce qui se passe dans la société algérienne. Donc ça me pousse vraiment à aller de l'avant, de donner encore plus. Voilà. Là, je crois qu'on a vu Mohamed Rouane en train de participer à l'un de vos concerts, c'est ça? C'était à l'Opéra d'Alger. À l'Opéra d'Alger. Comme c'était un gros concert, j'ai eu l'occasion de... Je pouvais, en fait, j'étais à l'aise par rapport au timing sur scène. Donc j'ai invité Mohamed Rouane, un artiste que j'adore. Et il y a votre chanson connue Tinhinan avec Kader Tarhanen. J'ai invité aussi Kader Tarhanen. Donc Mohamed Rouane, je l'ai invité parce qu'en fait c'est un artiste que j'aime beaucoup, et c'est un artiste qui m'a épaulé quand j'étais à mes débuts. C'était pas évident de trouver quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui était dans la même démarche mystique. Oui, c'est un peu ça. Oui. Donc, à l'époque, quand je lui avais demandé de mettre sa touche sur l'une de mes chansons, il a répondu directement positif, et ça m'a fait plaisir vu qu'il était star déjà à l'époque. Donc, je voulais retracer en fait mon parcours à travers ce concert, et ça s'est très bien passé. Et d'où est venue l'idée du duo Tinhinan avec Kader Tarhanen? En fait, c'est une très très belle chanson. Oui, en fait, moi, d'ailleurs, comme mon frère Zaki, c'est un artiste aussi, on est amateur de tout ce qui est sud-algérien.
vu que musicalement il se passe beaucoup de choses là-bas et tu sens que dans le sud algérien c'est vraiment, on va dire, un pont entre musique africaine et musique occidentale et nord-africaine. Donc Kader Tanhanin, c'est un ami avant d'être artiste, c'est un artiste aussi que j'aime beaucoup écouter. Donc c'est venu vraiment naturellement. Donc on s'est décidé de faire quelque chose, moi et lui. Ça a pris le temps que ça a pris, presque une année de préparatifs, à dénicher quelque chose qui nous ressemble les deux, qui puisse métisser aussi nos styles. Avec un beau clip disponible sur YouTube. Oui, oui, exactement. Et avec un costume du Bogolan, justement, qui traverse... Oui, exactement. Ouais, du Bogolan malien, noir et blanc. On a symbolisé la femme algérienne dans le clip à travers Tinhinan, le personnage historique Tinhinan. On a essayé aussi de montrer un peu le mode de vie dans le sud algérien, entre Tamanrast ville et en dehors de la ville. Du coup, voilà, c'était une belle expérience. Et je vous prends au dépourvu, Shamsou, je vous prends au dépourvu. Je sais que ce n'était pas programmé. Est-ce que vous pouvez interpréter un petit extrait de Tinhinan, ne serait-ce que le début? Juste après le ftar Hagda, j'espère que j'aurai le souffle pour... Ça va, on a mangé à 19h05, quelque chose comme ça. Alors, ça donne... سمني صاوبني وزيدينا وبني قولوا لها جاوبني حكاية بينها وبيني شوفوا حالي بلا بيها بوهالي قولوا لها جاوبني حكاية بينها وبيني. Merci beaucoup et dommage que Kader n'est pas là. Quelle est votre chanson préférée, les amis de Kader, Abdel Malek? La chanson préférée, c'est Bint Sultan, qui a fait un succès. Et aussi une autre chanson qui a fait aussi un succès, c'est Ya Moujat el-Babour. Moujat el-Babour, oui. Voilà, Ya Moujat el-Babour, c'était sur un film, exactement. Oui, une série. C'est magnifique. Alors moi aussi, c'est Bint Sultan que je préfère le plus. Samar, est-ce que vous attendez la fin de Bint Sultan comme moi juste pour danser? Comment? Est-ce que vous attendez la fin de Bint Sultan juste pour danser? J'attends toujours la fin. Et dans cette chanson, on est vraiment sur plusieurs rythmes et rimes. Donc moi, je voudrais poser une question par rapport. Donc c'est une chanson qui date de plus de 10 ans. Oui, c'est par cette chanson que je vous ai... C'était presque pratiquement parmi les premières chansons que j'avais écrites avant même d'être connue. Je pense que c'est la chanson qui a fait que je suis fan aujourd'hui de vos chansons. Donc, mais il y a un pays voisin qui essaye de s'attribuer cette chanson. Dernièrement, on le voit trop dans des commentaires, et j'ai vu dans votre interview dernièrement, vous dites que vous n'allez pas répondre à ces commentaires, mais si aujourd'hui vous aurez l'occasion de répondre à ces gens qui essayent de s'attribuer, qui disent que Sultan et Ben Sultan, c'est notre histoire, c'est pas la vôtre. Écoutez, avant tout, je commence déjà par un conseil à tous les artistes algériens, à tous ceux artistes confondus, que ce soit dans le domaine de la musique ou dans l'écriture ou dans même l'habit. La protection. Voilà, c'est protéger vos œuvres. Faites en sorte que ce soit protégé, parce que c'est la seule chose qui puisse prouver l'authenticité de la chose. Parce que si c'est au premier déclarant que les droits reviennent. Exactement. Si vous êtes le premier, il fallait être le premier à le déclarer. Exactement. Si c'est à vous. Et il y a eu des cas justement de vol de propriété intellectuelle avant nous. Mais ce qui est bien, c'est que moi personnellement, depuis mes débuts, à chaque fois que je produis quelque chose, je protège. Je vais chez l'Office national des droits d'auteur. Je la protège au niveau national et même international. Donc ce qui a été dit par rapport à Bint Sultan, ça reste des commentaires d'internautes, de gens normaux. Donc j'ai jamais trouvé Voilà, c'est pas venu d'autorité ou bien d'artiste ou d'un côté officiel. Sinon, dans tous les cas, ça m'a jamais atteint, parce qu'en fait, c'est comme si que quelqu'un vient chez toi et te dit que ta maison c'est chez lui, alors que t'as l'acte, t'as tout. Donc, Bint Sultan, c'est une chanson algérienne, c'est écrite et composée par moi-même. Et ça me fait énormément plaisir d'ailleurs qu'on pense que ça fait partie du patrimoine, parce que moi, je me considère plus auteur que chanteur. J'essaie toujours de soulever le niveau en termes d'écriture. Et puis voilà, j'espère que ça va rester dans les annales de la musique algérienne. Ça va rester, bien entendu, Shamsou Friklen. Et notre invitée romancière, Malika Chitour Daoudi, vous avez à votre actif 2 romans, c'est bien cela. Alors, la Kafrado, un nouveau départ paru en 2021, et
La Cafrado Affaires sans mêler, Terre mosaïque, paru en 2023, tous les deux aux éditions Casbah. Très bien. Et quand est-ce que a commencé votre histoire avec l'écriture, Malika Chitour Daoudi? Depuis toujours. C'est un rêve. Depuis toujours. J'ai toujours écrit. Mais j'ai toujours écrit des histoires, des paragraphes. J'ai toujours eu ce désir d'être écrivaine. Mais avant qu'il soit désir, c'était juste un rêve. Et un rêve que je ne pensais pas, c'est un fantasme irréalisable. Mais les années aidant, mes lectures se faisant, on se dit, tiens, pourquoi pas? Mes lectures au début étaient étrangères. Je cherchais l'exotisme. Tout ce que je ne connaissais pas. Tout ce que je connaissais pas. Voilà. Donc je lisais pas algérien. Je lisais ailleurs. D'accord. Pour apprendre, pour voyager. Par la suite, j'ai lu algérien et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Bien sûr. Mais à ma portée. Pas dans l'exploit d'écriture, et pour certains grands écrivains, je ne pouvais pas, évidemment, je ne peux pas être à leur niveau, mais seulement, comme c'est quelque chose que je connais, une approche connue de moi, je me suis dit, tiens, il faudrait bien peut-être que je saute le pas. Il est temps. Bon, à 50 ans, il était effectivement temps. Oui, non, j'ai plus de 50 ans. Donc, commencer à cet âge-là, c'est quand même un défi. Oui. Mais il n'est jamais trop tard. Bien sûr. Il n'est jamais trop tard parce que je me suis dit, tiens, et il faut que je le fasse maintenant. C'était beaucoup de circonstances qui m'ont poussé à le faire, une fois, des appels. Voilà, c'était des appels. Je n'avais pas l'idée. Au départ, jeune, j'avais pas l'idée. J'en avais beaucoup, mais c'est pas des idées qui m'accrochaient. C'était commun, comme début d'histoire, c'était commun. J'en avais commencé et tout. Mais un jour, j'ai croisé la bonne idée et je me suis dit, c'est ça que je tiens. Et ça a marché. Et c'était quoi cette bonne idée? De jeter une poignée de sel en partant, en quittant le malheur. Et cette dame-là, son aïeul, a jeté une poignée de sel de la proue d'un bateau en quittant sa terre. Et quand elle m'a raconté ça, je l'ai vu, c'était un flash. J'ai dit, c'est mon histoire. Et justement, la femme dont vous parlez maintenant vient de la Sicile vers l'Algérie. Et vous abordez l'union de deux peuples, italiens et algériens, deux peuples amis depuis très longtemps, Malika Chitour Daoudi. Voilà, même plus que ça, maliens. Les choses se font ce télescope. Donc, malien, c'est ma création. C'est moi qui. Justement, création, mais c'est un peuple, parce que la fille, la malienne, elle est issue, elle est d'origine Dogon. Ouais. Et Nariman m'a fait un petit cours d'histoire sur le peuple Dogon. Et je l'invite à le faire brièvement, peut-être. Alors, les Dogons, c'est qui? Alors, les Dogons est une civilisation qui a vécu juste après la civilisation des Télèmes, qui s'est installée sur la nécropole des Télèmes dans les falaises du Bandiagara au Mali, dans le nord du Mali, il me semble. Et ils avaient la tradition, lorsqu'ils célébraient la mort de quelqu'un, ils ne l'enterraient pas directement. D'abord, ils faisaient le tour de la ville, etc. Et puis, ils le laissaient pendant 60 jours, c'est ça? Oui. 60 jours avant de l'enterrer, mais à ciel ouvert, dans les petites cases, dans les grottes des Télèmes, justement. Et pourquoi 60 jours? Qui nous mène aussi à la célébration de ce mort 60 ans après, parce que, bon, en 1998, il me semble, deux chercheurs européens ont découvert que tous les 60 ans, il y a une étoile ou une événement astrologique. Voilà, un événement astronomique plutôt, qui se révèle, et c'est l'apparition de la planète Sirius. Et eux, justement, les Dogons, croyaient en Sirius, mais sans nommer cette planète par son nom qui a été nommé plus tard. Ça fait partie de la cosmogonie Dogon. Les Dogons considèrent que l'univers existe grâce à deux êtres. Voilà. Exact, les nomos qui ont jeté dans l'univers les planètes, chacun ses croyances, et toutes les croyances
sont à respecter. Se respectent. Alors justement, l'histoire, parce que je résume l'histoire pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce chef-d'œuvre littéraire. Alors Kafrado, c'est l'histoire de deux femmes différentes, totalement différentes, qui viennent de deux planètes différentes, deux continents continents différents. L'Europe pour Francesca, elle est italienne, et l'Afrique pour j'ai oublié le nom, pour Dorato, qui est malienne, elle est Dogon, d'origine Dogon, et ils se retrouvent et décident de partir à Annaba, en Algérie. Oui, parce que Francesca a entendu parler de cette terre. Hein, elle voulait fuir et elle circule sur les quais du port et elle entend dire que il y a une terre, parce qu'il n'y avait pas de frontières à l'époque. Hein, et à la belle saison, les marins, les pêcheurs italiens venaient sur les côtes beaunoises. Ils restaient 3 mois, 6 mois, avec famille des fois. Hein. Et à préciser que l'histoire se déroule en 1862. 62, 100 ans avant l'indépendance. Hein, c'est une date symbolique. Et justement, je voulais vous poser cette question avant de développer l'histoire avec les deux femmes. Pourquoi 1862 ? Pourquoi 100 ans avant l'indépendance ? Parce qu'il me fallait choisir une date. Et je me suis dit, tiens, il faut une date qui marque et qui soit symbolique. Et puis crédible aussi, parce que la conquête, il fallait que mes personnages soient là. Il fallait que la colonisation soit présente à Annaba, établie, mais pas trop. Pour que le troisième personnage, mais pas en importance, hein, l'autre personnage qui est Kader, puisse exister et parler de sa révolte. Donc Kafrado, c'est un acronyme en fait. C'est Kader et Francesca et Dorato. Donc ces trois-là, qui en principe n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ces trois-là ont tous un combat à mener. Et l'union de leurs forces fait que sur cette terre algérienne, le combat est mené. En pleine résistance, voilà. Une terre en pleine résistance. Oui, mais chacun a sa résistance et chacun découvre l'autre. Chacun fuit quelque chose, chacun mène son combat. Et Kafrado, c'est un microcosme, c'est la ferme, cette exploitation, mais c'est aussi une Algérie en miniature. Donc, une Afrique aussi, parce que l'histoire est racontée quelque temps après la conférence de Berlin, le découpage de l'Afrique, la disparition des empires et des royaumes. Donc à ce moment-là, justement, cette Algérie qui symbolise tout le continent par sa douleur et puis sa mutilation. C'est exactement sa mutilation. Ouais. Et Dorato qui pensait, bon, elle revient en terre africaine. Pour moi, Dorato, c'est l'ancrage africain de l'Algérie. Ouais. C'est notre africanité. Ouais. Et elle pensait rentrer chez elle, mais elle ne peut pas, parce que cette sœur de cœur qu'elle a découvert, Francesca, comme elle l'a sauvée, en fait, elles se sont rencontrées au marché aux esclaves. Et Dorato est princesse Dogon kidnappée. Francesca est une fille de serf. C'est la servitude. Hein, à l'époque, les Européens n'avaient pas droit à l'instruction. Alors, nous, sauvages, ignorants, nous savions lire et écrire à l'époque, et c'est ce qu'elle constate en arrivant, Francesca. Elle arrive en Algérie en 1862, elle constate que les gens savent lire et écrire. Ils ne savent pas lire le latin, évidemment, et ils savent lire l'arabe, le tifinagh, l'algérien, quoi. Et au pire, ils savent compter. Et elle, dans sa servitude, elle a eu la chance d'avoir accès à l'instruction, mais elle constate stupéfaite que ce peuple-là, donc c'est des messages, voilà, dans l'histoire. C'est des mises au point. C'est des mises. Très bien. Et vous donnez certainement envie à tous les téléspectateurs de dévorer toutes les pages de vos romans ce soir. Malika Chitour, Daoudi, Shamsou Friklem, vous êtes plutôt littérature. Vous aimez lire ? Un peu, oui, malheureusement. En plus d'être excellent sur scène, est-ce que vous aimez également passer du temps à faire de la lecture, des romans par exemple qui vous ont marqué, Shamsou ? En fait, j'ai passé un moment une certaine période de ma vie à lire certainement. C'est ce qui m'a permis aussi d'avoir,
on va dire, comme on dit en arabe littéraire, muhassila lughawiya. Ça m'a permis, voilà, d'avoir du vocabulaire que j'ai utilisé par la suite. Oui, que j'ai utilisé par la suite. Exactement. À écrire. C'est l'écriture aussi. Oui. En plus d'avoir un peu un esprit rêveur, ce qui permet d'avoir de l'inspiration, d'imaginer un peu des histoires qui n'existent pas. On est un peu similaires quelque part. L'écriture est une musique et vos paroles sont magnifiques, vos paroles. J'ai découvert 2 chansons aujourd'hui. Lesquelles? Celle qui est en arabe littéraire, ensuite elle est en arabe, en algérien, en derja. Elle commence en arabe littéraire, je trouvais ça très beau. Étonnant, parce que je ne m'attendais pas. Et ensuite en derja, en algérien, c'était magnifique. Ouais. Et puis une chanson aussi qui nous ancre dans notre africanité. Je ne me souviens pas des paroles, mais elle m'avait transportée. Des connotations africaines. Je crois qu'elle parlait de la chanson Lourz. Celle qui commence en langue arabe. En langue arabe littéraire, puis en dialecte algérien. Oui. Et puis la deuxième, ça doit être peut-être Africa, non? Oui, Africa. Celle là où je cite les capitales des pays africains. C'est vrai. Oui. C'est vrai, vous avez chanté en Fosra, comme on dit. Oui. Du coup, lire, c'est important aussi pour un auteur, compositeur. Ça ouvre l'esprit, ça donne à imaginer. Peut-être ça vous donne des idées pour développer des chansons, pour écrire des textes. Oui, aujourd'hui, pour ne pas vous mentir, je lis beaucoup moins, avec faute de temps, beaucoup de déplacements et tout. Même si il y a aussi la technologie qui a un peu ruiné ce côté. Mais on peut lire aussi. Mais c'est toujours... Moi, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est physique. Ce n'est jamais comme le livre. Ouais. Mais ça ne freine pas l'expression, ça ne freine pas la motivation d'écrire. Oui, bien sûr. Écrire, moi, en fait, avant, j'avais tout le temps un petit calepin sur moi, parce que l'inspiration, ça vient dans des moments improbables. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Je prends des notes à chaque fois que j'ai des phrases en tête. Mais voilà, lire, c'est un peu la source d'écrire. Donc, de plus on lit et de plus on En parlant d'écriture avec vous, Shamsou, à part les textes que vous avez écrits pour interpréter vous-même, vous avez écrit pour quels artistes? J'ai écrit pour des artistes algériens tels que Nassim Djezma, Lamia Amara. J'ai écrit pour Hatem Ammour. J'ai écrit pour un artiste saoudien, Khaled Assiri. Et j'écris aussi dans des duos que je fais avec d'autres artistes qui ne sont pas algériens. Parce que parfois, on propose le projet entièrement. Celui qui compose et qui écrit propose à l'autre chanteur. Et si le tout est bon, donc l'autre chanteur, il valide directement. Donc, j'ai écrit aussi pour des duos que j'ai fait avec d'autres artistes. Et puis voilà, et aujourd'hui j'ai 2 phases en fait dans ce que je fais. J'ai le côté chanteur et j'ai aussi le côté producteur musical, vu que j'ai ouvert ma propre production. Super. Toutes nos félicitations. Là, merci. En Espagne pour m'autoproduire déjà. Peut-être produire, pourquoi pas, des artistes algériens, exporter notre musique à l'étranger, à l'image des séries dans le festival dont on a parlé. Et je pense que Iman Merad avait envie de vous dire quelque chose juste avant. Tfadli, Iman. Oui, il parlait de la lecture, ça ouvre l'esprit. Je pense que chacun de nous devrait trouver un petit moment pour lire, oui. Même si on n'a pas le temps, même si on est en tournée, même si on est... et chose qu'on fait de moins en moins justement parce qu'on est omnibulé par nos écrans et ça nous facilite. En fait, on a l'information qui est concise, on lit vite. Et la lecture, c'est un moment de détente. Et il faudrait qu'on s'octroie justement ce moment-là pour lire, pour se détendre et justement pour s'ouvrir. Surtout en période de jeunesse, il faut que tous les parents essayent d'apprendre ou inculquer cette culture de lire pour leurs enfants. Moi, ce qui m'a vraiment permis de faire ce que j'ai fait plus tard, c'est ma lecture quand j'étais beaucoup plus enfant, quand j'étais jeune. Je me souviens même des titres de quelques livres que j'avais lus à l'époque et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Plus on écrit, moins on lit. D'abord parce qu'on a peur d'être influencé un peu par nos lectures.
Je ne lis pas quand j'écris, jamais. Et donc, comme je suis tout le temps en écriture, je me Pendant que vous êtes en train d'écrire un roman, vous ne lisez rien du tout en parallèle. D'accord, très bien. Sauf pour mes recherches. Non, mais c'est pas la même chose. C'est normal. C'est pas pareil. Si c'est quelqu'un qui est hors de mon monde d'écriture, je peux le lire pour me détendre, pour changer d'air. Mais sinon, si c'est dans ma... Non, un roman, non, Petite jamais. anecdote Surtout pour pour moi. l'inspiration, oui. Petite anecdote pour moi, parfois ça m'arrive de faire 5 heures de route en conduisant et je n'écoute Rien du tout. aucune chanson. Voilà. Oui, parce qu'il y a la musique dans la tête. Exactement. Vous Sinon, avez la tu musique es dans la influencé tête. par ce que tu écoutes. Donc actuellement, j'écoute de moins en moins de musique. Mais la c'est musique, c'est tout à fait normal. inévitable. On est toujours C'est influencé. inévitable, oui. Et il y en a d'autres qui disent qu'à partir du moment où je suis en train de lire, je retrouve d'autres mots, je me retrouve moi-même, je trouve ce qui m'appartient à moi-même. Oui, mais après, c'est une arme à double tranchant parce qu'on a peur d'être. Donc vous surtout n'aimez pas être inspiré. dans le domaine de la musique, on a vraiment peur d'être influencé par l'actualité et par le succès et les tubes actuels. Parce que c'est des tendances qui viennent et qui repartent. Je voulais poser une question à Oui, Melika Abdelmalek. Chitour. Maintenant qu'on parle du processus d'écriture, est-ce que Melika Chitour utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui? Pourquoi? Pour la documentation, ça aide beaucoup. Non, parce que je suis classique. J'aime bien chercher. Pour mon troisième ouvrage, j'ai dû lire 5 livres qui sont bizarrement venus à moi. Voilà. Ils sont venus à moi, je les croise, ça j'ai besoin de ça, c'est des images, ça m'inspire. Je touche l'ouvrage, l'intelligence artificielle est d'une froideur métallique, et alors qu'on a besoin de chaleur. Je ne veux pas gagner du temps, parce que j'ai besoin de ce temps pour le vivre. Et le temps du voyage est un temps précieux. Et si j'ai un gain de temps, je perds. C'est à double tranchant. Si je gagne du temps, je perds de la chaleur. Et donc, et puis les choses prennent le temps de venir à nous. Hein. Je suis sûre qu'il est comme ça parce que j'ai compris. En écoutant ces paroles, des fois c'est une odeur qui nous inspire. On n'a pas besoin de lecture. C'est l'air du temps, c'est le regard d'une enfant, c'est un regard amoureux. C'est une couleur, c'est une impression. Et à chacun, bien sûr, son inspiration. Notre plateau est illuminé ce soir par la présence de nos chers invités, la romancière Melika Chitour, Daoudi et Shamsou Friklen. On revient juste après la pub. Merci de votre présence. Merci beaucoup de nous suivre, merci beaucoup de vous joindre à nous à cette bienvenue à cette quatrième partie de votre talk show Ramadan Prime en direct sur Al24 News. On parlait littérature avant de marquer cette pause publicitaire avec la romancière Melika Chitour Daoudi. Alors, Madame Chitour Daoudi, est-ce que vous accepteriez aujourd'hui que vos romans soient adaptés au cinéma? Oh, évidemment, c'est le rêve de tout auteur, de voir à l'écran ce que lui-même a vu en écrivant. Parce que moi, mes personnages, je les connais, je les côtoie, et à un moment donné, je les ai côtoyés au quotidien, et je les vois physiquement dans ma tête, c'est particulier. Il en parlait aussi. Oh oui, dans ma tête, oui, c'est fou. C'est fou. Non, ils font partie de nous, parce que c'est... Shamsou, dans une chanson, il est habité par une chanson qui fait 1 minute, et peut-être que Bint Sultan l'a habité pendant longtemps, le temps de l'écriture, le temps de la produire, le temps... Ça continue. Hein. Et ça continue, voilà, et ça continue. Et un premier succès est toujours particulier. Donc, mais un roman sur lequel vous passez des mois, c'est écrit, c'est autant de bonheur que de douleur. Et c'est une douleur physique, vraiment. C'est assez... Mais c'est très fort comme sentiment, c'est magique. Donc, c'est un aboutissement de le voir porté à l'écran.
c'est un grand aboutissement et c'est comme si que la boucle était bouclée. Et c'est ce qu'on vous souhaite, bien entendu, j'espère. Madame Malika Chitour Daoudi. On vous propose à présent, mesdames et messieurs, de revenir sur l'avant-première du long métrage intitulé Pour toi, Hasna, du réalisateur Khaled El-Kebbish. L'œuvre évoque les souffrances des familles algériennes durant la période coloniale française. Un film réalisé dans le cadre des projections des films produits par le ministère de la Culture et des Arts à travers le Centre algérien pour le développement du cinéma. Et Fella Hellaili a assisté pour vous à cette avant-première. Pour toi, Hasna, un long métrage émouvant réalisé par Khaled El-Kebbish a été projeté à la Cinémathèque d'Alger cette semaine à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la fête de la Victoire, qui coïncide avec le 19 mars de chaque année. Le film est basé sur une histoire réelle et évoque les souffrances des familles algériennes durant la période coloniale française marquée des violences intenses. Le film est basé sur une histoire réelle et évoque les souffrances des familles algériennes durant la période coloniale française marquée par des violences intenses. D'accord. Alors par rapport au film Min Ajlik, alors par rapport au film Pour toi, ce qui est important dans cette histoire, c'est que le plus important point par rapport à cette histoire, c'est le fait que l'histoire elle est ancrée d'une réalité déjà. Et l'histoire qu'on a filmée ou qu'on a produite ou qu'on a réalisée, c'est des échos de cette histoire. Donc c'est une dramatisation de cette histoire. Le film est basé sur une histoire réelle et évoque les souffrances des familles algériennes durant la période coloniale française marquée par des violences intenses. En présence de nombreuses personnalités du milieu culturel, le ministre de la Culture et des Arts algérien Zohair Balalou a déclaré que le cinéma algérien connaissait une véritable dynamique depuis les Assises nationales du cinéma tenues janvier 2025. Nous sommes à la Cinémathèque d'Alger pour regarder un film produit par le ministère de la Culture et cela s'inscrit dans le cadre du dynamisme que connaît le cinéma algérien depuis les assises supervisées par le président de la République, qui furent un véritable lancement pour la relance de l'industrie cinématographique en Algérie. Les producteurs, réalisateurs et partenaires, dont artistes et techniciens, ont participé avec nous à ce dynamisme devenu véritablement populaire. Environ 300 films ont été projetés depuis les assises jusqu'à aujourd'hui, dont de nombreuses activités menées par les associations artistiques autour du cinéma. Pour toi, Hasna a été réalisé dans le cadre des films produits par le ministère de la Culture et des Arts à travers le Centre algérien de développement du cinéma, CADC. Le film Pour toi, Hasna, du réalisateur Khaled El-Kebbish et le ministre de la Culture et des Arts, M. Zohair Balalou, l'a affirmé. Il affirme que le cinéma en Algérie connaît une véritable dynamique, notamment après les assises nationales tenues sous le haut patronage de M. le Président de la République, Abdelmajid Tebboune Zaki. En effet, on voit qu'il y a comme un boost voulu de la part des pouvoirs publics, notamment par rapport au 7e art. Et ça fait vraiment plaisir de constater cela, puisque ça fait très longtemps qu'on parle de la vie de toute personne travaillant dans le domaine cinématographique et qui sont tenus à chaque fois de revendiquer un certain nombre de choses, histoire de reprendre un peu le métier et reprendre le taureau des cornes, parce qu'à un moment donné, on sent qu'on ne sentait pas réellement la même aisance
que peuvent retrouver par exemple les musiciens ou les peintres ou les gens du théâtre qui sont là, qui ont des choses à faire, à proposer. Ça reste quand même du spectacle vivant. On a moins de contraintes, ça il faut l'avouer. Le cinéma quand même, ça reste un art qui demande beaucoup de moyens, beaucoup de concentration et surtout une réelle volonté politique qu'on a finalement fini par constater. Et tant mieux. Shamsou Friklan, si on vous contacte aujourd'hui pour faire la composition d'un film, qu'est-ce que vous diriez? Ce sera avec grand plaisir. Quel genre de film? Écoutez, de tout. Je suis là pour ça. Oui, de Malika Chitour Daoudi. Je suis là pour ça. J'ai déjà travaillé sur des séries et ça a donné de bons résultats. Donc pourquoi pas le cinéma? Ce sera avec grand plaisir. Ouais. Et quelle est la particularité de la musique dramatique, Shamsou? En fait, il faut déjà lire un peu le scénario. Bien entendu. Il faut aussi essayer d'englober tout ce qui se passe dans la série en 3 minutes, ce qui n'est pas évident. Donc il faut essayer de ne pas rentrer dans le détail de l'histoire, essayer de parler des grands axes de la série. Et faire en sorte que quand la série ou bien le film sort, ou bien quand on le voit, et quand on écoute la chanson, on a cette impression comme si que celui qui a créé la chanson, il a déjà tout vu avant d'écrire, alors que souvent ce n'est pas le cas. Il y a le réalisateur qui nous raconte un peu voilà, qui nous parle des grands axes du film ou bien de la série. Bacha, tu me tends la perche, merci. Ouais. Parce que tout à l'heure, je voulais poser une question par rapport à la création d'un texte et d'une chanson pour un drama, comme c'est le cas avec Ahwal je crois, Moudjet El Babour. C'était sérieux, cette histoire, c'était vraiment sérieux et j'ai adoré, j'étais fier de toi. Parce que ça m'a rappelé quand même Ouali Ben Chenad quand il s'était mis la main à la pâte pour sortir le grand générique d'El Bedra. C'est un morceau qu'il a fini par défendre sur scène dans son répertoire. C'est sérieux, c'est pas... Bien sûr. Est-ce que tu as juste besoin qu'on te raconte le générique ou tu as vu des images ou comment tu travailles ça? Parce que c'est pas comme la musique. Dans mon cas, pour être honnête, on m'a raconté vraiment brièvement les grandes lignes. On n'a pas eu le temps de vraiment rentrer dans les détails. Et c'est tant mieux parce qu'en fait, si je regarde dans le détail, je vais peut-être dispersé. Voilà, je vais être dispersé, peut-être influencé par quelques séquences par rapport à d'autres. Mais quand on nous raconte grosso modo le sujet, on peut y aller dans un texte qui peut même marcher au-delà de la série. C'était une première pour toi ou tu avais déjà l'expérience par rapport à ça? Vous parlez de quelle chanson? Pour les chansons génériques. Oui, c'était la première fois pour moi. Chapeau. Donc moi j'ai abordé le sujet comme si c'était une chanson à moi, comme j'ai l'habitude de faire. Mais après, les nouvelles données, c'est les directives du réalisateur et du projet. Après, le facteur temps, est-ce que c'est pas stressant? C'est pas comme sa propre chanson. On a le temps de composer, on a le temps de... Quand on a une deadline, est-ce que ce facteur n'est pas un peu... Comme on dit en Beddarja, mais c'est là, c'est par rapport au facteur temps. C'est là que la magie opère, voilà, et qu'on reconnaît vraiment celui qui a le don d'écrire dans des délais vraiment. Oui, je suis arrivé à quand même composer, écrire et livrer, comment on dit, clé en main en 15 jours 3 chansons pour la série 11-11, vu qu'ils étaient pris par le temps. Donc, vous étiez bien inspiré. En fait, quand on rentre dans le domaine professionnel, on apprend à travailler dans l'urgence. Tout simplement. Exactement. On peut provoquer un peu surtout les séries ramadanaises, c'est toujours dans l'urgence. C'est toujours dans l'urgence. Chaque année. Et donc voilà, on apprend à travailler dans l'urgence et c'est dommage, ça, respecter les deadlines. Le fait d'être contacté très en retard parfois pour faire la composition. Dans son cas, c'est pas dommage. Fatima, tu dis qu'il est inspiré. Voilà, même après. En général, bien entendu. On essaie de s'adapter par rapport aux situations. C'est vrai que il n'y a pas mieux que nous donner le temps. Par exemple, si quelqu'un me donne 1 mois ou bien 10 jours, ça, c'est jamais le même résultat.
Et parfois, quand la magie parfois, c'est les 10 jours sont mieux. Vous êtes le plus inspiré, c'est les 10 derniers jours. Parfois, oui. Parce qu'il faut faire vite, il faut réagir, Oui, etc. oui, c'est ça. À quel point vous a aidé la radio nationale lors de vos premières apparitions, Shamsou Friklan? Ça m'a beaucoup aidé. La radio, c'est... en fait, il y en a ceux qui disent qu'aujourd'hui, Internet peut promouvoir plus que la radio et la télé. Mais moi, personnellement, d'après mon expérience, je dirais que je ne cesserai jamais d'être reconnaissant à la radio, à toutes les expériences que j'ai eues. Yazid Hamadouche, Allah yarhamou, toutes les personnes que j'ai pu croiser à la radio, c'est vraiment un tremplin pour chaque artiste. Et ça restera toujours, ce sera toujours le cas pour les artistes. Et d'ailleurs, à chaque fois que je rencontre des jeunes qui me demandent des conseils, comment pouvoir avancer, je leur dis à chaque fois que la radio, c'est un passage absolu. C'est une école. Et d'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Nariman ici présente. Oui, à une doyenne de la radio nationale, bien sûr, de la chaîne 3. J'ai eu l'honneur, en fait, j'ai eu une petite expérience en tant qu'animateur à la radio pour une émission musicale. Et comme par hasard, on m'a appelé pour une petite formation avec les autres animateurs. Je leur ai dit, voilà, moi, je suis juste chanteur, je fais mon émission vite fait, mais ils ont tenu à ce que je fasse cette formation plutôt. Et c'était Madame Nariman qui nous a formés. C'était bravo, Nariman, Nariman, d'ailleurs. Ça me fait plaisir. J'ai oublié de te donner ta note. 20 sur 20. Tout l'honneur est pour moi. Et je reviens vers vous, Madame Malika Chitour Daoudi. Que pensez-vous aujourd'hui du roman algérien? Est-ce que son exportation peut s'améliorer plus tard? Oh, tout est perfectible. On est, et c'est la beauté de la chose. C'est jamais fini. Oui. J'évite de relire mes 2 premiers romans. Et bon, je passe à autre chose. Et si je les relisais, je me ferais beaucoup de reproches. Mais parce que vous êtes perfectionniste. Des autocritiques, oui. Ce ne sont pas des reproches. Tu aurais l'impression d'être sur la suite des 2 premiers. Oui. Donc, il vaut mieux éviter de les lire parce que tout ce que tu produiras après, tu aurais l'impression que tu es en train de produire. On a toujours peur de se répéter. Exact. Voilà. Ouais. Et puis, de toute façon, nous ne sommes plus la même personne. Nous évoluons de jour en jour. En 2020, quand j'ai écrit Cafrado, j'étais dans un autre état d'esprit, une naïveté, et puis toute fraîche, jeune écrivaine. C'est mon premier roman, mais écrit d'une traite sur un téléphone, un iPhone 5, sans faire de publicité, mais c'était un petit écran comme ça, compulsivement, tous les jours, je devais écrire. C'était pas une obligation, mais pour moi, je devais le faire. Donc, cet ouvrage est sorti d'une traite, comme ça, et cette naïveté première est attendrissante pour moi. C'est un premier enfant, c'est une première écriture, et il y a quelque chose. Donc, voir ça, faire sa boucle et en porter à l'écran, c'est bouleversant même. C'est un deuxième, donc il y a 2 ouvrages, j'en fais un 3e qui n'est pas une suite. D'accord. J'ai un 4e en tête qui n'est pas une suite. Et si Dieu me prête vie, le 3e tome viendra en 5e position. D'accord. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a le défi de la technologie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Malika Chitour Daoudi, que ça va freiner un petit peu le lectorat, notamment en langue française? Non, quand on veut lire, on lit pour n'importe quel support. Et malgré la forte présence de la technologie. Non, c'est pas générationnel, parce qu'on pourrait croire que les jeunes n'aiment pas le support papier. Nous ne faisons pas partie de la même génération, Shamsou et moi. Pourtant, lui, il aime bien le support papier, c'est ce que j'ai compris. Et toucher les choses donne une autre dimension, parce que inconsciemment, de tourner les pages, ce frôlement, ce papier. Cette génération, justement, n'a pas le même contact avec le livre que... Exactement. Ils sont... Oui, vous, plus jeunes, je parle des tout petits. Oui, mais j'ai 2 enfants qui ont ce processus. Oui, parce que peut-être ils ont baigné dans cet univers-là. Moi, j'ai ma propre fille qui lit, elle a 10 ans, qui adore lire, mais en général, les enfants sont plus portés sur les écrans parce que ça va vite. Ils s'ennuient. Je suis d'accord. Mais ils reviennent à autre chose. Il y a les images, voilà. Mais on revient à autre chose. Nous, avant, on n'avait rien.
On n'avait pas les images, on était obligé de lire. On avait la télé, on regardait. Non, c'est pas ça. Je vous donne un exemple. En nourriture, quand on est jeune, on aime consommer du chocolat. Peu importe la qualité, on consomme du sucre. En avançant en âge, on devient un peu plus difficile. On affine, notre palais s'affine. Et au bout du compte, moi je mange des carrés de chocolat noir à 70%. Donc, et c'est propre à tout le monde. On affine notre perception des choses. Et j'ai vécu ça avec mes enfants qui ont accès à la lecture sur support numérique, à la lecture papier. Ils switchent. Ils vont de l'un à l'autre sans aucune barrière. Pour moi, il suffit de lire. Comprenez-vous peut-être que la version papier, la version physique risque de disparaître avec le temps parce qu'il y a un véritable risque pour notre environnement et notre écosystème. C'est ce qu'on a dit du cinéma. C'est ce qu'on a dit à propos du cinéma quand la télé a pas, je parle de l'environnement, du problème justement avec le papier. On trouvera un autre support, on trouvera un autre moyen. Parce que le papier, c'est plus écologique maintenant. Oui, on a dit que la voiture électrique protégée et allait révolutionner. Mais c'est le cas, on le voit aujourd'hui. Non. Beaucoup de voitures électriques. Les batteries. Il faudrait quand même une volonté un peu gouvernementale pour protéger le côté physique de Et justement, la lecture. ceux qui arrivent à la littérature arrivent également à la musique. Oui, justement. Le support, d'ailleurs, quand elle m'a dit, quand elle m'a parlé de CD, j'allais dire Issa Alik al-Khair, parce que depuis quand même plus de 10 ans, on ne voit plus de disquaires, tout est numérisé aujourd'hui, et ça n'a plus le même charme, avoir avoir un album physique. Ça a plus Le seul disquaire qui existait à la rue d'Isly s'est transformé en fast-food, je pense. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je l'ai vu la dernière fois. C'est plus rentable, je peux comprendre. Et c'est pour ça que subventionner la lecture comme avant aiderait beaucoup les libraires, les éditeurs. Ils ont besoin de soutien, sinon il faudrait qu'il y ait des fast-food de lecture. Et il y a toujours des producteurs qui font des albums, Shamsou. Mais de moins en moins. Très rare. En fait, ça va vers la disparition. C'est le cours des choses qui a fait que... Et c'est pas qu'en Algérie, c'est un phénomène mondial. Donc aujourd'hui, l'album, c'est devenu juste... un objet de fantaisie, on va dire. 45 tours. Exactement. Tout se passe sur Internet. Ça a des avantages de vendre sur Internet et ça a des inconvénients aussi, tels que la beauté de la chose en même. Voilà. Samar, tfadli. Exactement. Moi, j'allais poser une question à Madame Chitou, en changeant un petit peu le sujet. Donc, elle m'avait dit une chose avant de rentrer. Que vous écrivez sans avoir vraiment une cible, et ça m'a intriguée. Est-ce qu'on peut écrire sans cibler, surtout que votre roman il relate des faits historiques Est-ce que c'est possible d'écrire sans avoir vraiment une cible dans notre tête? Oui, parce que ça part d'une vision. C'est une vision propre. Je veux pas coller à une actualité. Je veux coller à ma vision des choses. Ce qui se propose à moi, c'est quasi mystique. C'est intemporel surtout, c'est-à-dire que oui, maintenant ça plaît ou ça plaît pas, d'accord, mais de toute façon écrire ne fait pas vivre son homme, hein. Donc je suis pas astreinte à ce diktat de rentabilité. Je suis libre d'écrire ce que je veux. Est-ce que vous vous enfermez pour écrire ou ça se non, passe sinon comment j'écrirai jamais. Ça se passe comment dans votre vie quotidienne, dans votre vie de famille? On a tendance à imaginer l'écrivain isolé dans un coin, sa tour magique, avec une petite lumière, n'est-ce pas? Avec une cape, elle a déjà dit qu'elle écrivait, Madame Malika Chitourda. C'est notre imagination à nous. Non, mais on imagine l'écrivain dans un coin, avec une petite lumière, avec le calme absolu à la maison ou dehors, au niveau du bureau. C'est comme ça qu'on vous imagine, c'est avec vrai. une petite tout à l'heure, elle a parlé du smartphone, je crois pas. Son iPhone. Elle écrivait sur son smartphone, je ne pense pas qu'elle se soit... En fait, je connais rien de l'informatique. Quand j'ai commencé, j'ai écrit sur une application, Note. J'ai écrit tout ce que je voulais écrire, toute l'histoire que je voulais écrire. Et isolée, je ne l'étais pas vraiment. Je suis toujours entourée, mais je suis isolée dans ma tête. On peut me parler, là, je parais présente, mais... Oui, toute seule avec les autres, toujours. Et c'est peuplé, là, de sons.
Parce que les images, il y a des images et des sons. C'est une musicalité, c'est la musicalité des mots. Et donc vous mettez des mots sur des images, en fait. Oui, je les traduis en mots. Donc, et j'ai pas besoin d'être seule. Très bien. Par contre, je rêve. Je l'ai croisé un temps, ce son-là, de ne rien écouter d'humain. Silence absolu. Pas absolu, parce que le silence absolu rend fou. Hein, il y a une expérience d'1 heure, on a créé une boîte où on offrait des millions à une personne si elle pouvait rester 1 heure dans ce silence absolu. Et dans le silence absolu, on écoute ses battements du cœur, le flux sanguin. Personne n'est arrivé à faire l'heure. Personne. Par contre, le silence humain, je l'ai croisé à Seraïdi en hors-saison à l'hôtel qui est perché là, dans un hôtel à Annaba, oui. Et puis c'était la nature. On n'entendait que le bruissement des feuilles. Magnifique. Oui, les oiseaux. On était à l'écoute de l'entourage, de l'atmosphère, de la nature primaire. Donc ça, c'est magnifique et c'est rare. Très bien. Alors, avant de clore l'émission, Chemsou Friklen, j'imagine que vous allez vous reposer après Eid al-Fitr al-Mubarak, vu que vous avez fait plusieurs scènes pendant le mois béni de Ramadan. Est-ce que vous avez des projets de scènes après Eid al-Fitr? Ce sera projet beaucoup de plus scène ou enregistrement? En fait, je suis en train de préparer un nouvel album après tant d'années là où j'étais beaucoup plus sur des singles. Donc, je vais revenir à la préparation d'un nouvel album qui va être penché un peu plus sur ce que je faisais avant dans l'album La Mera, Ben Sultan et tout, dans le goût du jour, on va dire. Des projets de duo, j'ai un duo avec une chanteuse libanaise qui s'appelle Talia Al-Houd en préparation, quelques concerts à l'étranger, notamment en France pour notre communauté. Donc je dirais à tous ceux qui me suivent, tous mes fans de me suivre sur les réseaux. Donc j'annonce à chaque fois. On vous retrouve sur Instagram, voilà, les followers. Voilà. Et restez pour l'artiste branchés. libanaise, c'est elle qui vous a sollicité, son manager, j'imagine? Oui. Très bien, c'est bravo à Chemsou Friklen. Malika Chitour Daoudi, un prochain roman qui sortira quand, Inch'Allah ya Rabbi? Cet été peut-être, toujours chez Kasbah Édition. Je les salue, Nissa Amziane et toute l'équipe. J'espère, il est déjà prêt depuis 2 ans, mais bon, il se peaufine, on peaufine. Et très brièvement, son histoire? Toujours dans l'histoire, 1800, comme ça, 1874, ça commence à Ispahan. Très bien. Ispahan. Voilà. Merci beaucoup Malika Chitour Daoudi d'avoir été des nôtres ce soir. Merci beaucoup Chemsou Friklen, Yatek Saha. Merci. Eid Fitr al-Mubarak bien entendu dans quelques jours. Merci beaucoup les amis. On aura le plaisir de se retrouver demain Inch'Allah en direct à 22h toujours sur Al24 News. Merci beaucoup de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et bien entendu Saha Sahorkom à demain Inch'Allah. قدم لكم هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. راهو قريب يخلص رمضان والعرض ما بقالوش. هذا الأسبوع هو آخر فرصة باش تطلع الديبي وتربح حتى 7 أيام بونيس انترنت وتخفيضات تصل حتى 75% على مدام الألياف البصرية ويفي 6. يخص هذا العرض مشتركي إيدو ميكس TSL وإيدو فيبر. اتصالات الجزائر دائما أقرب.